Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à ce webinaire du 30 septembre intitulé « Qu'est-ce que la santé mentale du nourrisson et pourquoi s'en soucier ?» Mon nom est Nathalie Boivin. Je suis agente des communications et de mobilisation des connaissances pour la Société Santé en français et il me fera plaisir d'être votre animatrice aujourd'hui. Prochaine diapo. Donc, tout d'abord, quelques mots sur la Société Santé en français pour vous dire que c'est un mouvement national mobilisateur qui, à l'aide de ses 16 réseaux provinciaux, territoriaux et régionaux, a pour objectif de promouvoir le développement de la santé en français des communautés francophones et acadiennes vivant en situation de minorité linguistique au Canada. Le webinaire d'aujourd'hui s'inscrit dans la série Découvertes. L'objectif des webinaires sont d'offrir un meilleur accès aux nouvelles connaissances, faciliter la prise de décision éclairée par les données probantes et favoriser les interactions entre les producteurs et les utilisateurs de connaissances. Prochaine diapo. Alors, je ne reviendrai pas à lire la description du webinaire car elle était incluse dans votre fiche d'inscription. Simplement pour vous rappeler par contre que le webinaire d'aujourd'hui est offert en collaboration avec le SigKids Learning Institute de Toronto. Prochaine diapo. Notre conférencière du jour, Mme Karine Collette, est ergothérapeute. Elle travaille dans le domaine de la santé mentale avec une clientèle d'itinérants à New York. Elle offre du soutien individuel et de groupe en tenant compte des traumatismes subis par les personnes à faible revenu et atteintes de maladies mentales et de toxicomanie. Précédemment, Karine travaillait en intervention précoce auprès des 0 à 3 ans à New York. Elle est passionnée d'aider les enfants de sa communauté et apportant sa vision particulière d'ergothérapeute, elle utilise une approche soutenant la santé mentale des tout-petits au fil des divers stades de développement. Avant de déménager aux États-Unis, Karine a travaillé à la promotion de la santé mentale des nourrissons à l'hôpital SigKids de Toronto en tant que coordonnatrice de projet et ergothérapeute en pédiatrie à Hand Skills for Children à Toronto. Karine a également enseigné au Seneca College au programme de certificat. Elle est diplômée sur la santé mentale des tout-petits. Prochaine diapo. Donc, avant d'aller plus loin, quelques éléments de logistique, simplement pour vous informer que vous êtes tous présentement en mode sourdine. Si vous souhaitez communiquer avec nous, vous pouvez le faire en utilisant la boîte de conversation au bas de votre écran par écrit. Également, au cours de ce webinaire, il y aura quelques sondages interactifs auxquels vous serez invités de participer. Les sondages sont interactifs et les réponses que vous donnerez sont anonymes. Vous n'avez simplement qu'à cocher la case qui correspond à votre réponse. Et puis, pourquoi pas en essayer tout de suite un sondage interactif? Donc, vous voyez à l'écran présentement une première question de sondage interactif. Oups! On recule d'une diapo, s'il vous plaît. On recule de l'autre côté. Alors, on avait une petite question de sondage interactif pour les participants concernant votre connaissance préalable à ce webinaire autour de la santé mentale des nourrissons, mais on arrivera plus tard. Je veux aussi vous rappeler, avant d'aller plus loin, qu'il y aura partage des ressources présentées au cours de webinaire. Donc, la présentatrice, Karine Collette, a accepté de partager sa présentation. Donc, elle sera déposée sur le site de la Société Santé en français. Avant de céder la parole à notre conférencière du jour, j'inviterai Magali Bourg, coordonnatrice de projet pour le projet Promotion de la santé mentale du nourrisson du SigKids de Toronto, à nous brosser un peu un portrait de ce qu'est justement ce programme. Magali? Bonjour tout le monde, donc je m'appelle Magali et je vais prendre 2 minutes de votre temps pour vous présenter très rapidement notre organisme qui s'appelle la promotion de la santé mentale du nourrisson qui, comme l'a dit Nathalie, dépend de l'hôpital SigKids de Toronto.
Je ne sais pas si tout le monde est familier avec l'hôpital SickKids. Nous, à Toronto, on ne peut pas y échapper parce que il est partout, il fait beaucoup de publicité, beaucoup de familles y vont. Et c'est un énorme hôpital dont l'activité peut se rassembler en 3 gros volets. Il y a un volet de soins aux patients. Je pense qu'il faudrait avoir la diapo d'après, la diapo bleue numéro 7. Donc, un gros volet de soins aux patients, merci beaucoup. Un gros volet de recherche et un volet qui a toujours été là, mais qui s'est beaucoup développé ces derniers temps, qui est l'éducation à travers du Learning Institute, donc de cet hôpital, dont nous dépendons maintenant. Avant, on dépendait de la psychiatrie, puis maintenant, on dépend de l'Institut sur l'apprentissage. Et l'Institut sur l'apprentissage a plusieurs activités comme des formations académiques. Il travaille en particulier avec l'Université de Toronto pour former des prestataires de services en santé, des médecins. La formation professionnelle. Est-ce que vous pouvez appuyer encore une fois? Merci. La formation professionnelle, la recherche sur l'apprentissage, donc quelles sont les meilleures méthodes pour enseigner à distance ou pas à distance, etc. Et l'éducation des familles. Et j'ai mis un lien là parce que l'hôpital SickKids, il n'est pas vraiment très bilingue, mais à ce lien-là, il y a des ressources pour les familles en français. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, comme je l'ai dit, nous, on est la promotion de la santé mentale du nourrisson et on dépend administrativement de l'hôpital SickKids. Mais on dépend maintenant de l'Institut sur l'apprentissage, mais par exemple, ils ne nous donnent pas d'argent, on n'est pas financé par eux, juste on utilise leur soutien administratif et leurs locaux. Notre activité à nous, c'est de promouvoir des esprits en santé dès le commencement, et vous en apprendrez plus dès que Karine aura la parole. Et nos activités peuvent être catégorisées autour de la mobilisation et des revendications. Donc, par exemple, notre directrice, la semaine prochaine, elle va aller parler aux élus à Ottawa de la santé mentale du nourrisson. Une partie recherche et innovation, si vous voulez cliquer une fois de plus. Je vous ai mis quelques exemples ici. En particulier, on a une enquête pour les parents en français sur les services qu'ils ont utilisés et qu'ils auraient voulu utiliser pendant le Covid. Je vous invite à le partager avec toutes les familles avec lesquelles vous travaillez. Une partie de notre activité tourne autour des ressources. Si vous voulez cliquer encore une fois. Donc, il y en a quelques exemples et Karine va en parler dans la présentation. Et en particulier, on a une ressource toute nouvelle qui vient de sortir sur le sommeil du nourrisson qui n'existe pas encore en français, mais ma chef a laissé échapper que s'il y avait de la demande, peut-être on essaierait de la faire traduire. Donc, je vous invite à nous contacter pour demander cette ressource en français. Et enfin, un troisième volet qui est très important, qui est la formation professionnelle sous forme de mentorat. Vous avez une question, on se rencontre autour d'une table et puis on en discute, on vous soutient. Des formations sur demande, des formations en ligne, je vous en ai mis quelques exemples. Et mon grand projet, ce serait de traduire une formation gratuite en ligne qui s'appelle les bases de la santé mentale du nourrisson et que j'aimerais pouvoir faire traduire en français. Donc maintenant, je vous donne des devoirs à faire. Un autre clic, s'il vous plaît. Tout ce qui est entouré en orange, là, on a besoin de votre aide. Donc, faites passer cette enquête. Contactez-nous pour avoir des services en français et je vous ai mis en dessous les 2 adresses pour avoir plus de renseignements, notre site web et pour nous demander quoi que ce soit ou nous poser des questions ou nous informer de choses, notre adresse courriel. Merci. Ça a été une excellente façon de mettre la table pour le sujet d'aujourd'hui et j'ai retenu 2 éléments. D'abord, on a une primeur quant à la présentation parce que ça sera la semaine prochaine aux parlementaires à Ottawa. Et deuxièmement, cette invitation à vraiment faire la demande de services en français. Alors maintenant, je vais cesser le partage d'écran et je vais demander à notre conférencière du jour, Mme Karine Colette, à commencer sa présentation. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde, ça me fait tellement plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui et que vous passez votre heure du lunch ou dépendant de ce que vous êtes, une belle heure ensemble. Ça me fait chaud au cœur, la santé mentale du nourrisson, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Donc, bienvenue tout le monde. Ma langue maternelle, c'est le français, mais je travaille vraiment uniquement en anglais. Donc, soyez patients avec moi si jamais j'ai un petit mot qui m'échappe, ça va sûrement arriver. Mais c'est ça, j'ai grandi à Ottawa, à Russell, un petit village à peu près une demi-heure d'Ottawa, en Ontario.
J'aimerais prendre un moment pour donner ma reconnaissance au territoire sur lequel se trouvent les bureaux de la promotion de la santé mentale du nourrisson et leur engagement continu envers les communautés autochtones. Aujourd'hui, c'est la journée du chandail orange et nous rendons hommage aux enfants qui ont été arrachés de leur famille et envoyés de force dans les pensionnats. Nous reconnaissons l'impact désastreux que le système des pensionnats a eu et continue d'avoir sur les familles et les communautés autochtones. Et nous nous engageons à en apprendre davantage sur ce triste épisode de l'histoire canadienne et à soutenir ces communautés sur leur chemin vers la guérison. Je suis consciente que cette présentation est basée vraiment sur la science occidentale et que moi-même, j'ai une approche qui reflète ces pratiques. Mais la réconciliation me tient chaud à cœur parce que c'est vraiment à la base de l'humanité. Et c'est la manière que nous traitons l'un et l'autre en tant qu'être humain. C'est tellement important et puis je veux un futur différent. Aujourd'hui, vous allez entendre des choses qui pourraient vous amener à réfléchir sur certaines de vos expériences en tant que parent ou même réfléchir sur votre enfance à vous. N'oubliez pas que la science et nos connaissances de la santé mentale de la petite enfance ont fait des grands progrès depuis les dernières années. Ne soyez pas trop dur sur vous-même, et puis je vous encourage d'être curieux. Ou curieuse, si vous remarquez que quelque chose vous donne une réaction émotionnelle vis-à-vis de ce dont on parle. Discuter avec quelqu'un si certains sujets vous en dépassent. La psychothérapie peut faire beaucoup, beaucoup de bien pour n'importe qui. Voici un petit peu notre ordre du jour. Je vais vous laisser lire ce sera quoi l'ordre et puis en même temps, on va faire un petit sondage interactif. Donc, quelle option ci-dessous décrit le mieux votre discipline environnement professionnel? Un autre petit moment pour répondre et puis après ça, on va montrer les réponses. OK. Et voilà. OK, plusieurs éducateurs, éducatrices, communauté des professionnels de la petite enfance. On voit aussi beaucoup en éducation, en travail social. Excellent. Ah, c'est excitant. C'est le fun à voir. Là, on peut voir un petit peu de quoi la salle a de l'air. Vous pouvez fermer le sondage, merci. On commence avec le contexte. Donc, parce qu'ils dépendent tant des adultes, les tout-petits sont les personnes les plus vulnérables au Canada. Ils sont à très haut risque et de ne pas développer optimalement physiquement, émotionnellement, intellectuellement, et puis ils s'appuient entièrement sur les adultes pour les protéger. Ça, c'est vraiment la base de tout ce qu'on va parler aujourd'hui. Ça peut être difficile de comprendre le bien-être mental d'un tout-petit. Ils n'ont pas le langage pour nous dire ce qui se passe, comment ils se sentent. Être capable de lire leurs signes prend certaines compétences parce que leurs signes sont vraiment subtils. On observe souvent un comportement d'un enfant dans le monde sans prendre compte de l'histoire familiale, dont la grossesse, la naissance, ce qui stresse la mère, etc., etc. Ce n'est pas facile de pouvoir discerner quels comportements sont appropriés du côté développemental et ceux qu'on devrait s'inquiéter où un enfant aurait besoin d'intervention. Donc, c'est quoi la santé mentale du nourrisson? Pourquoi que c'est important? On utilise parfois aussi le terme développement socio-affectif pour définir la santé mentale des nouveau-nés et de la petite enfance. Il s'agit de la capacité d'un enfant
de la naissance jusqu'à l'âge de 5 ans, à former des relations d'attachement fortes et sécurisées, apprendre à moduler l'information sensorielle dans leur environnement, ça c'est vraiment important, apprendre à identifier les états émotionnels internes, s'ils sont positifs ou négatifs, être capable de communiquer leurs besoins de manière qu'ils sont satisfaits et pouvoir s'adapter au monde qui est toujours en changement. Et puis, je pense qu'on peut réfléchir que notre monde est toujours en changement. Dernièrement, avec le coronavirus, on ne sait pas si les enfants retournent à l'école, est-ce qu'ils vont pouvoir voir leurs amis, est-ce qu'ils sont à la maison, est-ce que papa, maman retournent au travail. Il y a tellement de changements dans notre monde en ce moment. Leur capacité d'être capable de s'adapter a beaucoup, beaucoup d'importance sur leur santé mentale. Donc, la portée de ces tâches et l'impact que leur réalisation peut avoir sur le reste de leur vie est vraiment profonde. Donc, quand on pense au bébé, on pense souvent adorables, ils sentent bon, ils sont caresseux, mais on oublie de penser aux interactions de ce moment et quel genre d'impact ils ont sur leur cerveau pour les années à venir. Les premières relations de l'enfant vont influencer directement l'architecture du cerveau. En fait, c'est aussi important que l'alimentation. C'est les relations qui dirigent un développement optimal. Honnêtement, c'est souvent le facteur protecteur le plus important et le plus fort pour un enfant. Quelque chose qu'il va porter avec lui tout au long de sa vie. On utilise parfois aussi le terme développement socio-affectif pour définir la santé mentale des nouveau-nés et de la petite enfance. Il s'agit de la capacité de développement d'un enfant de la naissance jusqu'à l'âge à 5 ans à former des relations étroites et rassurantes avec des adultes et d'autres enfants. Vivre, gérer et exprimer une gamme complète d'émotions. On ne veut pas qu'il soit juste heureux, content tout le temps. Il faut qu'il expérience toutes les émotions. Et puis, explorer l'environnement et apprendre dans un contexte familial, communautaire et culturel. Cette définition vient d'une agence aux États-Unis qui s'appelle Zero to Three. Il y a beaucoup, beaucoup de ressources sur ce site web. C'est appelé comme Zero, Z-E-R-O to Three. Ils font du travail remarquable sur la santé mentale de la petite enfance. Leur site web comporte plusieurs ressources, comme je dis, qui sont écrites avec un langage vraiment accessible. Malheureusement, c'est seulement en anglais en ce moment, mais si vous avez l'habilité des deux langues, vous pouvez probablement tirer quelques ressources. Donc, lorsqu'on a la fondation d'un attachement sécurisé, cela bâtit la capacité pour l'autorégulation, ce qui par la suite bâtit la capacité pour la résilience, ce qui lie au développement optimal du cerveau. Les résultats d'une bonne santé mentale précoce se manifestent sur le long terme. À bien y penser, la santé mentale affecte la façon dont la prochaine génération verra le monde. Et on parle ici de ceux et celles qui prendront soin de nous lorsque nous serons vieux et qui élèveront nos petits-enfants. C'est tellement important de porter attention maintenant, aujourd'hui. Voici un petit diagramme d'une étude portée en 2017 qui démontre les résultats de prévalence des troubles d'anxiété, de TDAH, d'abus de substances, comportement, dépression grave pour les enfants de 4 à 17 ou 11 à 17. Et puis, on voit une prévalence quand même assez élevée au Canada. C'est quelque chose qu'il faut vraiment porter attention. C'est le temps d'un autre petit sondage. Sévériane, je vous laisse lancer le sondage. Depuis combien de temps travaillez-vous avec de jeunes enfants, moins de 6 ans? Je suis curieuse. Prenez juste un instant, ça ne devrait pas être trop long. Un autre 10 secondes pour ceux que peut-être c'est un peu plus lent, la connexion Internet.
plus de 10 ans, la majorité. Incroyable. Je suis tellement contente que vous voulez continuer à apprendre, à agrandir vos connaissances. Je vois qu'il y a beaucoup, beaucoup d'expérience à la table. Il n'y aura pas assez de temps, j'imagine, pour discuter à la fin, mais c'est excitant. On rentre un petit peu plus dans la science, OK? Donc, le développement des neurones est pas mal complété à la naissance. Donc, c'est la connexion entre chaque neurone, les synapses qui développent à un rythme incroyable, comme vous pouvez voir dans ce diapo. La plupart de ces développements se passent durant le 3e trimestre de grossesse jusqu'à la fête de 2 ans, mais continuent jusqu'en adolescence. Vous voyez ici, nouveau-né, 3 mois, 6 mois, 2 ans, les connexions neuronales sont intenses et très... Il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Mais à 4 ans, 6 ans, il y a quelque chose qui se passe. Avant que je continue là-dedans, je vais faire une petite pause. Je veux que vous pensiez à un objet, n'importe quoi. Ça peut être un stylo, ça peut être un élastique, ça peut être un téléphone. Pensez à cet objet. Maintenant, je veux que vous imaginez 100 objets, 100 morceaux de cet objet. Cet objet 100 fois. Maintenant, cet objet 1000 fois. 100 000 fois. Est-ce que vous pouvez imaginer cet objet 1 million de fois? Et puis ensuite, à chaque seconde, 1 million, 1 million, 1 million. C'est ça qui se passe dans le cerveau d'un tout petit. De 0 à 3 ans, le bébé fait plus de 1 million de nouvelles connexions neuronales à chaque seconde. C'est comme incroyable et quasiment impossible de s'imaginer. Mais les neurones sont toutes là au début. Ils font toutes les connexions 1 million par seconde. Et puis ensuite, c'est ça qu'on voit à 4 ans, 6 ans, que je vais expliquer un petit peu plus. Donc, le développement du cerveau, c'est comme la mémoire musculaire. Par exemple, prenons taper sur un clavier. Au début, ton cerveau fait les connexions pour comprendre où se trouve chaque lettre. Mais au cours du temps, ça devient automatique. Ton cerveau n'a pas besoin de penser où se retrouve chaque lettre sur le clavier. Ton cerveau devient plus efficace. La même idée s'applique à l'architecture et l'organisation de ton cerveau. Donc, de nouvelles connexions neuronales sont créées lorsqu'on est tout petit. Et naturellement, notre cerveau passe à travers un processus où il se débarrasse des connexions qu'il n'a plus besoin. Donc, on voit dans cette diapo que les connexions sont très denses à 2 ans et on voit déjà le résultat de l'élagage à 4 ans et encore plus à 6 ans. Les réseaux de neurotransmetteurs qui sont formés durant ces années critiques sont influencés par un environnement nocif, incluant les traumatismes de l'enfant. Donc, si l'expérience de l'enfant est négative, seulement en focus sur la survie, ben c'est ces connexions-là qui vont être renforcées et non les connexions plus complexes. La bonne nouvelle est que nous pouvons faire de nouvelles connexions plus tard dans la vie. Ça prend juste un petit peu plus d'effort. La capacité de changement du cerveau est à son plus haut durant les premières années de la vie. Ensuite, cette capacité régresse. À mesure que le cerveau perd en plasticité, qui est sa capacité de changement, l'autre courbe, celle de la quantité d'efforts requis pour changer, augmente. Donc, on y voit une corrélation inverse. C'est pourquoi il est beaucoup plus avantageux de consacrer des efforts durant les premières années, lorsque la plasticité du cerveau est importante et que le cerveau est plus facilement influençable, plutôt que d'attendre jusqu'à ce que l'enfant soit en âge d'aller à la garderie, disons. Donc, les économistes tels que Heckman disent depuis plusieurs années que le meilleur retour sur un investissement en termes de développement humain se passe durant les premières années. Mais je pense que vous êtes probablement tous de mon côté si vous êtes ici aujourd'hui. Par contre, on continue à couper la programmation pour les tout-petits. Il faut voir un changement au niveau des politiques pour supporter les tout-petits. L'image que vous voyez ici compare 2 cerveaux de 2 enfants de 3 ans. Celui à gauche est un développement plutôt typique. Celui à la droite subit de la négligence extrême. Qu'est-ce que vous observez?
Regardez la matière blanche autour des deux cerveaux. Voyez-vous les deux trous au centre, dans celui à la droite? Les trous indiquent moins de connexion, qui veut dire plus de difficulté à organiser ses pensées. Regardez aussi la différence de grosseur. Ça, c'est une preuve physique des traumatismes et chroniques en enfance. On continue. Pourquoi les relations sont-elles si importantes? La prévalence mondiale d'attachement désorganisé tombe autour de 23% d'après une étude qui a évalué 5000 situations étrangères. Donc, on observe un enfant réagir à un étranger. Tandis que c'est une étude plutôt récente, il serait vraiment intéressant de voir la différence et faire une analyse pour comparer des différentes populations. Est-ce que certains ont des taux plus élevés que d'autres? Par exemple, des enfants au développement atypique. Qu'est-ce que c'est l'attachement? Comprendre l'attachement, c'est la clé passe-partout qui nous aide à comprendre les comportements et toutes les relations humaines. La première relation formée par un bébé est avec son ou ses prestataires de soins principaux. Cela marque son importance. La qualité de la relation d'attachement est basée principalement sur la réponse du parent. Disons du parent, je vais utiliser parent de manière interchangeable, mais le principal prestataire de soins, ça peut être grand-parent, ça peut être n'importe qui. Lorsque le bébé est en détresse, donc c'est cette réponse lorsque le bébé est en détresse. Ceci informe la tendance au bébé de chercher du réconfort, du soutien, de l'épanouissement et de la protection. Tandis que la relation d'attachement se développe dès les premiers jours du bébé, la qualité de la relation devient plus évidente environ en 12 et 18 mois, quand l'enfant devient capable de chercher un confort physique de son prestataire de soins principal lorsqu'il est en détresse. C'est à travers la réaction du parent à l'enfant lorsqu'il est en détresse qu'on bâtit la fondation de l'attachement. Donc, comment on construit un attachement sécurisé? J'aime souvent penser à l'attachement comme un système externe de régulation, tout comme un thermomètre. C'est difficile de faire descendre la température d'un thermomètre. Ça prend quelque chose d'externe, comme maman ou papa ou un intervenant, pour aider à baisser la température. Par exemple, si Daniel est en crise et maman l'approche avec un ton élevé, lâche de pleurer, ça rajoute de la chaleur pour le petit Daniel qui fait monter son thermomètre. Mais si Daniel est en crise et maman approche avec un ton de voix doux, je vois que c'est difficile pour toi, aimerais-tu réessayer? Tout comme un ventilateur, comme l'air climatisé, ça va aider à faire baisser sa température interne. Ceci s'appelle la co-régulation et on en parlera un peu plus tard. Le but ultime est de maintenir une température optimale. C'est ça qui se passe dans un système d'attachement. Quand l'enfant donne des indications de détresse, c'est la réponse du parent à cette détresse qui va l'aider à regagner le calme et un sens de sécurité. Donc, quand un bébé est en détresse, un enfant qui a un attachement sécurisé cherchera la proximité et le confort de son principal prestataire de soins. Ce sera la sensibilité de la réponse de l'adulte aux besoins du bébé qui sera d'importance. Quand un tout petit se sent sécurisé, il ou elle va explorer son environnement, sachant que s'il y a une peur ou un danger, l'enfant pourra utiliser son parent pour l'aider à regagner le calme. C'est un système très dynamique qui est basé sur l'interaction réciproque entre un parent et un bébé. Ça prend les deux. Ça ne fonctionne pas tout seul. L'enfant n'est pas né à être capable de réguler ses émotions. C'est à ce moment que le nourrisson commence à construire ses attentes pour toutes les relations futures.
C'est un modèle de travail interne. Donc, le bébé commence à bâtir une relation intrapersonnelle. Suis-je digne d'amour et d'affection? Suis-je digne de soucis lorsque je suis en détresse? Ou est-ce que la relation est seulement digne lorsque je ris ou suis content ou soit plaisant? Qu'est-ce que j'apprends en termes des autres? Est-ce que je peux me fier sur quelqu'un d'autre lorsque je suis en difficulté? Est-ce qu'ils vont me comprendre? Ou est-ce que je ne devrais pas accéder à mes ressources parce que les gens ne me comprennent pas et puis je ne suis pas digne d'attention des autres? Ce texte qui se passe à l'interne sera transposé dans le restant de leur vie. Et puis, souvent, on ne comprend pas pourquoi qu'on a des patrons qui sont tellement similaires que l'enfance dans nos relations adultes, nos relations au travail, nos relations intimes, nos relations d'amis. Mais tout se réplique parce que tout a été influencé au niveau de l'architecture du cerveau. C'est tout relié ensemble. C'est changeable, mais ça prend beaucoup de travail. Donc, donner une base d'attachement sécure dès les premiers jours va vraiment donner la chance à l'enfant de trouver du succès dans ses relations. Être capable de naviguer quand ils sont difficiles. Parlons un petit peu d'attachement et de tempérament. Donc, notre tempérament forme la manière qu'on expérience le monde et qu'on interagit avec les autres. C'est une collection de caractéristiques qui nous rendent uniques. Le tempérament fait partie de notre personnalité et inclut le contrôle volontaire, l'expression de colère et frustration, la durée de récupération, l'appréhension telle que la peur, l'attention, le focus, le niveau d'activité et l'affect positif. Le tempérament a une base biologique et est ancré dans le câblage du cerveau et de notre système nerveux. C'est aussi lié à notre adaptabilité, notre persistance et notre réactivité sensorielle. J'avais un petit gars, quand je travaillais en ergo en pédiatrie, on pratiquait nos lettres sur un petit tableau avec des petites craies, un petit tableau genre tout petit. Et puis, il n'avait jamais travaillé avec un tableau avant ou de la craie. Et puis, c'est un petit gars sur le spectre de l'autisme. Il avait hâte d'engager, de pratiquer la lettre. Et puis, je m'en attendais tellement pas. Moi, j'ai fait l'exemple pour commencer. J'ai fait un L. Et puis ensuite, lui, il a pris la craie pour faire la même chose. Et puis, la minute qu'il a touché la craie, j'ai vu son visage complètement changer. La sensation de la craie sur ses doigts était tellement stressante pour lui. C'est une sensation qu'il n'était vraiment pas capable de tolérer. Et puis, c'était comme le mode panique immédiatement. Et puis, j'ai vraiment dû prendre un moment pour arrêter, pour penser à qu'est-ce qui se passait. Parce que ça aurait été facile de dire comme, qu'est-ce qui se passe? Comme, pourquoi que tu es comme dérégulé en ce moment? Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu cries? On fait juste faire des lettres, je comprends pas. Mais au lieu de dire comme non, t'es capable, rasseille, j'ai été capable de lire que dans son visage, là, c'était pas un moment que je pouvais pousser. C'était un moment où il avait complètement peur, il se sentait complètement hors de contrôle. Donc, mon approche, au lieu pour rejoindre son tempérament, c'était de prendre une voix calme, de me mettre à son niveau et puis de dire « C'est correct que je vois que tu n'es vraiment pas confortable. Laisse-moi prendre la craie et puis on va aller laver nos mains. OK, il n'y a rien là, viens avec moi, viens, on va laver nos mains. On regagne le calme et puis après on en parle. » Il faut, comme adulte, être capable de protéger les enfants et leur aider à comprendre leur tempérament. Ça, c'est vraiment un exemple du côté sensoriel. Donc, je veux être claire, votre enfant ou l'enfant avec qui vous travaillez n'a pas choisi son tempérament. C'est quelque chose avec quoi il est né. C'est sa personnalité. Donc, une petite réflexion au niveau du tempérament. Chaque société promeut certaines valeurs plus que d'autres. L'individu a tendance à vivre là où leur tempérament est mis en valeur par la culture ou
où il a l'avantage. Donc, un individu au tempérament bien ajusté aux valeurs de sa société sera vu plus positivement. Qu'est-ce que ça veut dire pour un enfant qui peut vraiment pas choisir dans quel environnement qu'il vit? Peut-être que plus tard, il va déménager dans une grosse ville ou dans une autre culture et joindre d'autres gens avec qui il se sent plus comme lui-même. Mais quand il est tout petit, il n'y a pas ce choix-là. Il doit vraiment essayer de conformer. Ça, c'est un outil super important. Donc, je vous encourage de l'utiliser dans votre vie et dans votre travail. Ça a été créé par Greg Lubomov. Et puis, lui est vraiment un chef dans le domaine du tempérament. C'est facile de trouver une copie en ligne. C'est juste un petit questionnaire. Mais le graphique ici va vraiment vous aider à comprendre de quoi on parle. Donc, utilisant l'échelle, vous allez évaluer chaque catégorie. En premier pour l'enfant. Donc, à leur ligne de base, est-ce qu'il a un niveau d'activité est-ce qu'il a un besoin d'un niveau d'activité vraiment élevé ou faible? Est-ce qu'il a une disposition positive, naturelle, ou est-ce qu'il est toujours triste? Même chose pour l'attention, pour l'effort requis pour chaque tâche, l'appréhension, la peur. Est-ce que c'est un enfant frustré? Et puis, même la durée de recouvrement. Ensuite, la durée de recouvrement, j'arrête parce que ça me fait penser à quelque chose. Je suis certaine que vous avez toutes fait cette expérience-là. Disons que tu es en chicane avec quelqu'un. Et puis, tu te chicanes, la chicane finit, et puis par la suite, peut-être que tu es avec quelqu'un, disons, ton partenaire, et puis, disons, on va prendre mon mari, par exemple. C'est pas sa personnalité, mais je vais juste prendre lui comme exemple. Disons que nous autres, on pique une chicane. On finit la chicane, lui, il est tout de suite prêt à prendre ma main puis de faire comme s'il n'y avait rien, et puis on continue. Moi, ça se peut que ça me prend 10, 20 minutes, 1 heure à faire le recouvrement parce que cette expérience émotionnelle a été difficile et la période de recouvrement est juste différente du côté biologique pour moi qu'elle est de mon mari. Donc, on fait cet exercice pour l'enfant et après ça, on le fait pour le parent ou le principal prestataire de soins et on fait la comparaison. Le but n'est pas de changer le tempérament de l'enfant ou même du parent, mais plutôt d'aider le parent à voir que leur enfant est peut-être simplement différent et de pouvoir ajuster l'environnement pour que l'enfant puisse réussir. Cela peut aussi faciliter des conversations pour réfléchir sur leur tempérament. J'avais aussi un petit gars en pratique privée qui avait besoin tellement d'activité physique, comme il sautait sur les murs, sur le couch, sur la chaise, il sautait, bounce, bounce, bounce. Il était comme partout. Je suis certaine que vous travaillez avec des enfants comme ça aussi. Et puis, pour lui, c'était de lui donner la chance d'engager dans un niveau d'activité pour qu'il puisse regagner le calme. Donc, donne-lui 20 minutes d'activité intense, sauter sur la trampoline, courir, grimper. Et puis ensuite, il se sent lui-même. Et puis après, on peut travailler sur l'apprentissage des lettres, disons. Mais pas avant, on ne sera jamais capable de connecter. Quand j'ai parlé de ça à la mère, elle a dit, ben comment est-ce qu'il va s'adapter à l'école quand il grandit, quand il va être au secondaire? Je dis, tu sais, en ce moment, c'est comme intense parce qu'il veut jouer sur les monkey bars, sur la glissade, sur tout. Mais quand il va être plus grand, peut-être que ça va être un gars qui a juste besoin d'aller courir à chaque matin pour qu'il se sente comme lui-même. Puis là, la mère, comme elle a gelé, puis j'ai dit comme, c'est-tu correct? Elle dit, ça, c'est moi. Elle dit, j'ai besoin d'aller courir à tous les matins. Puis les journées que je skip, je suis comme pas dans mon assiette, je suis pas moi-même. Donc, prendre une échelle comme ça pour le tempérament peut aider un parent à rejoindre son enfant. L'attachement est la base de la régulation et de la résilience. Tout simple, mais très compliqué en même temps.
La régulation se développe à partir du tout début. Ça se développe à travers la relation d'attachement et le principal prestataire de soins. Au début, le bébé trouve des solutions plutôt simples pour promouvoir la régulation. Par exemple, lorsqu'un bébé en a assez d'être engagé avec une autre personne, il va détourner le regard pour avoir une petite pause. Donc, on rit, on fait des gaga-gougou, et puis après ça, ils vont regarder ailleurs. Mais un enfant peut seulement faire ça lorsqu'il a le contrôle moteur de son cou et sa tête. Donc, un enfant d'âge préscolaire est beaucoup plus actif, utilisant différentes tactiques de régulation. Être capable de gérer ses expériences émotionnelles est une composante principale au développement socio-affectif. C'est plus facile d'observer cela durant un moment stressant pour l'enfant. Donc, ça nous donne la chance de voir comment l'enfant peut s'autoréguler et quelles stratégies il utilise. On peut observer dans un contexte de haute intensité comment l'enfant s'adapte. S'il est capable d'inhiber une des réponses non appropriées, disons, est-ce qu'il est capable de communiquer qu'est-ce qu'il veut? Tout se passe durant les moments stressants. Revenons à mon exemple du thermomètre. Si vous vous rappelez, ça prend un agent externe pour aider à changer la température d'un tout petit. La docteure Mona Delahooke dit « Avant de pouvoir renforcer la capacité d'autorégulation, les enfants doivent avoir des expériences durables de co-régulation émotionnelle avec un ou des adultes bienveillants. » Je vous recommande de lire son livre, ça s'appelle Beyond Behaviors, si vous êtes confortable en anglais, malheureusement seulement disponible en anglais à ce temps-ci, mais elle parle vraiment clairement de la science de la co-régulation. Son livre a des activités très claires qui peuvent être faites avec les familles. Même s'ils sont seulement en anglais, il y a des beaux diagrammes qui pourraient être adaptés en français. Pour enseigner l'autorégulation, les enfants doivent d'abord en faire l'expérience à travers un rapport harmonisé et bienveillant. C'est tellement important, cette pièce-là. Donc, cela est particulièrement vrai pour les enfants ayant des antécédents d'expériences défavorables dans l'enfance, dont les ACE, Adverse Childhood Experience, peut-être que vous êtes familier, soit les enfants en famille d'accueil, les enfants neurodivergents, y compris ceux sur le spectre de l'autisme et les enfants qui éprouvent des niveaux élevés d'anxiété. Ces enfants ont un système nerveux plus vulnérable pour diverses raisons. Donc, leur demander de s'autoréguler, c'est comme s'attendre à ce qu'un adolescent conduise un auto sans avoir de cours de conduite. J'ai travaillé avec un petit gars à New York, à Queens, en intervention précoce. Il y avait 2 ans et puis il avait des capacités vraiment limitées à s'autoréguler. Donc, ce petit gars-là, il adorait les écrans. Je suis certaine que vous connaissez tous des petits qui sont vraiment addictés à l'écran des cellulaires, iPad, télévision. Il recevait déjà des supports en orthophonie et en thérapie ACA, l'analyse comportementale appliquée, en intervention précoce. Et lorsque j'ai rencontré les parents durant ma première session, ils m'ont dit, tu sais, ils passent toutes ces sessions à pleurer incessamment jusqu'à qu'ils soient malades. Et on ne sait pas quoi faire. Ça m'a tellement tiré au cœur parce que la première chose que je pensais, tu sais, j'ai demandé combien d'heures qu'ils passent sur les écrans, puis ils ont dit tout le temps, hein, comme on ne pourrait pas mettre un nombre parce que, tu sais, il y a un écran dans son berceau, il y a un écran dans son carrosse. Tu sais, c'est vraiment sa manière d'être content, donc on le laisse autant d'écrans qu'il veut. Puis, j'ai dû m'arrêter parce que ma première réaction était un petit peu jugementale, je dois l'avouer. Je suis comme des écrans tout le temps, comme tu ne veux pas jouer avec ton enfant, tu ne veux pas interagir, engager. Puis, je me suis arrêtée parce que je me suis dit, OK, j'arriverai pas nulle part à porter un jugement. Donc, Karine, sois curieuse. Donc, j'ai demandé, pourquoi est-ce que les écrans sont tellement importants pour vous? Et puis,
c'est une famille qui venait de l'Inde, qui avait émigré récemment aux États-Unis, à New York. Et puis pour eux, ils m'ont expliqué que en grandissant, ils n'ont jamais eu accès à la technologie. Ils n'avaient pas touché un ordinateur jusqu'à temps qu'ils avaient leur premier job aux États. Et puis, ils ont dû apprendre du début. Donc, ils pensaient que c'était vraiment comme un manque dans leur vie. Ils pensaient, pour être intelligent, il faut la technologie. Et puis, quand ils ont déménagé aux États, ils ont eu leur premier enfant, ils voulaient vraiment leur donner tout ce qu'il y a de meilleur. Puis, on dit, nous autres, on n'avait jamais accès à la technologie. Donc, tiens, prends un écran, avance-toi. Et puis, c'était pas jusqu'à temps que le petit a eu 2 ans, il parlait pas, il était souvent dérégulé, qu'ils ont commencé à faire un Google Search. Et puis, ils ont fait la recherche sur Internet, ils ont trouvé une vidéo YouTube où un docteur parlait de l'effet des écrans sur le développement des enfants. Et puis, ils ont paniqué. Ils ont dit « Oh my God, j'ai ruiné mon enfant, qu'est-ce que je fais? » Puis c'est là qu'ils ont été connectés à tous les services. C'est là que j'arrive. Donc, là, c'était comme excitant parce que je comprenais complètement d'où qu'ils venaient. Puis eux autres, ils étaient on board pour dire « OK, plus d'écran, on élimine le tout. » Et puis on recommence pour interagir avec l'enfant. Tout ça pour dire, laisse-moi le ramener à la co-régulation. Donc, j'essayais de mettre un bloc par-dessus l'autre avec l'enfant. Il pleurait. J'y lance un ballon. Pleure, crie, se lance le dos par en arrière, comme complètement dérégulé. Il n'était pas capable d'interagir avec une autre personne parce que c'est imprévisible. Tu sais, les vidéos YouTube, il peut changer le vidéo quand il veut, quand il n'aime plus ça, il l'arrête, il change, il était complètement capable par lui-même. Donc, naviguer le monde réel, pas capable. Donc, je me suis arrêtée, puis j'ai dit, OK, il faut que je co-régule avec lui. Il faut que je le rencontre où ce qui est. Donc, quand j'ai arrêté de pousser mes jeux sur lui, veux-tu faire ci, veux-tu faire ça? Je dis, OK, joue, fais qu'est-ce que tu veux. Si on ne lui donne pas un écran, qu'est-ce qu'il fait? Et puis, honnêtement, au début, il faisait juste regarder dans l'espace, mais on a attendu. Et puis, éventuellement, il trouvait un petit jouet, puis il a trouvé comme un petit morceau de plastique, ça gros, je vous jure, un petit morceau de plastique gris, je m'en souviendrai toujours. Et puis, parce qu'on était toutes là, puis on le regardait, les 2 parents puis moi, il s'est mis dans le coin de la salle, et parce que c'est en temps de vision, du côté sensoriel plus limité, dans le coin, comme en punition. Et puis, il prend le petit morceau de plastique, puis il faisait juste le tourner. Il faisait juste observer de quoi ça avait l'air tourner un petit morceau de plastique, comme vraiment les premières observations de jouer. Puis je me dis, OK, il faut que je le rejoigne. Donc, j'ai trouvé un petit morceau de plastique similaire. Je me suis mis en genou dans le coin, à côté de lui, de manière parallèle. Et puis, j'ai commencé à tourner le petit morceau de plastique. Je l'imitais. Et puis après ça, j'ai commencé la narration. « Oh, je vois que tu tournes le petit morceau de plastique. Ah, il est gris. J'aime comment que ça a de l'air quand je fais ça. Est-ce que tu aimes de quoi ça a de l'air? » Et puis, éventuellement, il me regardait. Puis là, il me laissait faire. Puis, ça l'a pris, je vous jure, un gros 6 semaines à 2 mois pour faire comme la détoxification. J'oublie le mot. Des écrans. Et puis, tout à coup, il devenait comme une nouvelle personne. Mais ça l'a pris la co-régulation en premier parce qu'il était complètement dérégulé. Grosse histoire, mais ça me passionne beaucoup parce que ça me brisait le cœur que les parents voulaient tellement aider, mais on dirait qu'on était tout stock, on était tout pris. Tout ce qu'ils faisaient, c'est pleurer pendant ces sessions d'intervention. Donc, on a pris une approche après de collaboration pour que tout le monde sur l'équipe a pu approcher l'enfant de la même manière. OK, j'avance un petit peu plus vite parce que je jase trop. Il est essentiel pour le progrès et la prospérité de toute société de réduire les effets d'une adversité importante sur le développement sain des jeunes enfants.
Pourtant, tous les enfants ne subissent pas de préjudices durables et en raison d'expériences précoces défavorables. Certains peuvent faire preuve de résilience ou d'une réponse adaptive à de graves difficultés. Les enfants ne naissent pas avec la résilience. Elle est produite par l'interaction des systèmes biologiques et des facteurs de protection dans l'environnement social, comme que je viens juste de décrire. Les ingrédients actifs dans le renforcement de la résilience sont des relations de soutien avec les parents, les entraîneurs, les enseignants, les soignants et tout le monde, tous les adultes dans la communauté. Une façon de comprendre le développement de la résilience consiste à imaginer une balance ou une bascule comme que vous voyez. Les expériences de protection et les compétences adaptives d'un côté contrebalancent l'adversité importante de l'autre. J'ai récemment eu la chance d'écouter le docteur Jack Shonkoff de Harvard parler de ce concept. Et puis, il dit que la manière la plus efficace d'évaluer si un enfant est résilient est de mesurer ses niveaux de stress par rapport à son environnement. C'est de cette manière que nous pouvons identifier les enfants qui sont plus compétents à masquer leurs difficultés. Bientôt, je vais changer de site à travailler avec des familles qui ont expériencé l'itinérance à New York. Et puis, c'est exactement ça que je vais faire. Je vais amener une évaluation qui va voir les niveaux de stress de l'enfant et comment il interagit avec son environnement. Celui-là, je peux sauter parce que c'est vraiment une répétition de tout ce que je veux dire, mais vous aurez la diapo. Donc, qu'est-ce qui rend les jeunes enfants plus vulnérables? Tout ce que vous voyez ici, et puis tout fonctionne ensemble, comme un engrenage. Donc, l'enfant, le parent, la relation, donc on regarde à la dyade de la relation, les expériences négatives, les risques et facteurs de protection et les déterminants sociaux, comme que vous savez. Ah! Donc, un parent qui s'en fiche, un bébé isolé d'opportunités sociales, l'absence d'un adulte pour aider à gérer les grosses émotions, on élève nos enfants de façon très différente de d'autres générations passées. C'est impossible d'être un parent parfait ou un professionnel de la santé parfait. On a tous nos moments où nos capacités sont à leur limite. C'est pourquoi on dit souvent que ça prend un village pour élever un enfant. Mais nous avons une conception fausse ou une image que souvent une seule personne doit être le tout de l'enfant, tout son monde, porter tous les chapeaux. Mais c'est pour cette raison que nous avons besoin de support. Il n'y a pas de blâme. Élever un enfant, c'est extrêmement difficile. Mais en tant que professionnel, il faut qu'on soit capable d'identifier quand quelqu'un a besoin de support pour être capable d'éviter les effets des traumatismes sur le développement du cerveau d'un enfant. Il y a 3 niveaux de stress chez un jeune enfant. Et puis, pour tout le monde, dans le fond, nous inclus. Le stress positif, tolérable et toxique. Le stress déclenche un relâchement de cortisol dans le cerveau, un produit qui peut affecter le développement du cerveau. Si ton système de réponse au stress est activé pour des périodes de temps prolongées, je parle de manière chronique ici. Le niveau élevé de cortisol dans le cerveau a un impact direct sur son système immunitaire, affecte la pression artérielle et tue les cellules dans l'hippocampe du cerveau. On a des études sur les rats qui démontrent que certaines parties de l'hippocampe créent des nouvelles cellules à tous les jours, mais le cortisol a démontré à réduire les taux de nouvelles cellules. Quand je travaillais à Queens à New York en intervention précoce, je voyais souvent des tout-petits qui étaient référés à l'ergo pour ne pas avoir atteint leur étape de développement. Troubles de motricité fine, souvent pas de langage et surtout beaucoup avec la difficulté avec la régulation. J'évalue toujours comment j'aborde le sujet avec les familles avec qui je travaille. Par exemple, avec une famille que je travaillais dans les projets, le petit gars avait des parents très désengagés, malheureusement. Tandis que la mère était très défensive, mon but principal était d'aider la mère à lire les signaux de son enfant. C'était pas comme la famille qui venait de l'Inde que je dis « OK, je peux vous donner de l'éducation au niveau des écrans et puis on est sur la même équipe de manière, on parle ouvertement. » Avec cette famille-là, il fallait que j'approche vraiment
de manière plus douce, plus subtile. Souvent, elle pensait que son petit gars était mauvais, qu'il était un bad boy, mais tout ce qu'il voulait était de se faire prendre et se faire bercer, vraiment comme infantile. Puis le petit avait 2 ans, quasiment 3. Donc, je commençais chaque session de cette manière. Je le prenais dans mes bras, puis je le berçais. Puis on connectait avec les yeux, le serve and return. Donc, j'avais un petit gars complètement dérégulé qui ne voulait pas participer dans aucune activité jusqu'à temps que je le prenais. Donc, éventuellement, quand il allait voir maman, puis il frappait maman, maman, arrête, arrête, arrête. J'ai dit, tu sais, je pense qu'il veut que tu le prennes. Elle dit, quoi? J'ai dit, essaye, on va voir qu'est-ce qui va arriver. Puis elle était game, elle l'a pris, puis tout à coup, un gros sourire. Puis tu vois, l'enfant, là, il fait juste, il relaxe, puis il fond dans maman, quelque chose qui crave, qui veut tellement la connexion avec maman. OK. Donc, l'expérience peut laisser une signature chimique sur les gènes. Donc, l'expérience va soit amplifier ou faire comme en sourdine un mute sur les gènes. Et puis, la santé, les impacts des traumatismes ont un impact sur toutes les choses qui apparaissent ici. Je pense qu'on en a déjà parlé, donc je vais continuer. Une autre mini-pause pour un sondage. Je pense qu'on peut prendre 1 minute. Après ça, j'ai presque fini. Donc, vous voyez le sondage apparaître à l'écran. D'après vous, la santé mentale du nourrisson et du jeune enfant est-elle considérée comme une priorité dans votre agence ou organisme ou communauté? Donc, vous pouvez cocher la réponse qui vous convient. Puis j'en profite pendant que je suis là pour vous informer qu'on va allonger le webinaire d'environ 10 minutes. Alors pour ceux et celles qui sont disponibles pour rester et pour tous les autres qui doivent quitter pour d'autres engagements, n'oubliez pas que l'enregistrement du webinaire et la présentation seront déposés sur le site de la Société Santé en français d'ici mercredi prochain. Alors, je vous laisse continuer, Karine. Merci beaucoup, Nathalie. Parfait. Ah, c'est vraiment excitant de voir que 52%, oui, c'est une priorité. Mais c'est pas tout le monde. Donc, je suis contente qu'on peut en parler. Donc, soyez porte-parole. Dès aujourd'hui, vous avez maintenant assez de connaissances après cette présentation pour pouvoir initier la conversation. Parlez-en, parlez-en, parlez-en quand vous êtes quand vous soupez chez vos amis, parlez-en à votre famille, parlez-en à vos collègues. C'est tellement, tellement important et puis on ne peut pas s'attendre que tout le monde sache ses connaissances. Je vous invite aussi à aller voir notre site web imhpromotion.ca/fr pour plus de ressources. Je vous rappelle que votre travail, il faut toujours commencer dans votre travail avec la relation. Dans votre vie aussi, je pourrais dire. Ça s'applique. On commence avec la relation avec l'enfant, sa famille, sa communauté, les autres professionnels qui travaillent auprès de lui et les personnes dans l'environnement de l'enfant. Et puis, il faut penser, il faut réfléchir que ce n'est pas juste un comportement qu'on voit de l'enfant. C'est vraiment la dyade, le comportement de l'enfant et la réaction du parent qui se forment à faire le soin de l'enfant. Donc, quand vous voyez un petit qui pète une crise, qui lance un jouet, qui mord, qui fait toutes les choses qui nous font dire comme « arrête, 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 arrête », je veux que vous vous demandez pourquoi ce comportement? Pourquoi maintenant? Pourquoi avec moi? Pourquoi de cette façon? Et pourquoi ici? Donc, je vous invite d'être curieux. Voici une ressource, un livre, il y en a plusieurs.
c'est pas un sujet super commun. Donc, même si c'est la première fois que vous entendez parler de la santé mentale du nourrisson, vous avez maintenant la capacité d'en parler. Et puis, comme je dis, dans votre vie professionnelle et personnelle, soyez curieux, demandez des questions. Vous pouvez toujours approcher la conversation par dire « Je suis pas certaine, mais j'ai entendu l'autre jour que la santé mentale, c'est quelque chose. Est-ce que tu penses que ça serait quelque chose ici qu'on pourrait explorer? » Donc, on vit vraiment dans un monde d'incertitude ces jours-ci avec le monde de COVID-19. Ça a créé tellement d'instabilité et d'incertitude pour nous, pour les enfants. Et être capable de tolérer des moments difficiles comme nous le vivons aujourd'hui nécessite des relations fiables dans un monde imprévisible. Et puis ça va vraiment former la fondation pour le restant de leur vie, d'être capable de tolérer l'incertitude. Voici quelques ressources pour être capable d'évaluer le développement socio-affectif. L'ASQ3 est vraiment incroyable et puis est traduit en français. J'ai aidé à faire la traduction. Et puis vraiment, c'est un questionnaire de parents. C'est une belle manière de pouvoir être capable de cibler ce qui se passe du développement socio-affectif. La promotion de la santé mentale du nourrisson a aussi créé une super belle ressource main dans la main qui est un outil, un guide, disons, pour créer un plan de soutien. Donc, qu'est-ce que tu fais avec ton évaluation, l'ASQ? Tu peux utiliser main dans la main pour créer un plan de soutien de développement socio-émotionnel d'un enfant. On a aussi une version pour les enfants autochtones. Cette version est vraiment belle. Elle a été créée en collaboration avec plusieurs communautés autochtones à travers le Canada pour rejoindre le plus de gens possible. Ce manuel est en cours de révision. Il recevra bientôt une traduction française. Un petit rappel que c'est vraiment un travail d'équipe, un travail interprofessionnel. Je ne lirai pas toutes les professions ici, vous les voyez. Je vous encourage de collaborer ensemble. Ça prend les cerveaux à tout le monde et puis leur lentille pour être capable de comprendre un enfant au complet. C'est vraiment, vraiment une pratique interdisciplinaire. Et puis, je parle souvent avec mes amis ergothérapeutes, en supervision avec mes assistantes en ergo. Et puis, la plupart sont vraiment inconfortables de parler d'émotions parce qu'eux-mêmes, ils sont inconfortables et puis c'est difficile d'identifier « je me sens triste »,« je me sens frustrée ». Mais quand un enfant a une grosse réaction, je vous invite de leur aider à étiqueter leurs émotions. Au lieu de dire « arrête de pleurer » ou quelque chose, dites « ah, je vois que ton ton de voix est élevé. Es-tu frustré ou es-tu excité? Es-tu nerveux? Es-tu si? » Donne 2 options parce que si tu donnes juste « comment tu te sens? Hein? » Tu auras probablement des gros yeux puis un gros silence parce que c'est trop compliqué. Nous autres même, comment tu te sens? Si tu me réponds vraiment honnêtement, c'est difficile. Donc, soyez prêts à virer la conversation vers le développement personnel, affectif et social. On est vraiment confortable dans les premières 1, 2, 3, 4, mais il faut changer la conversation du côté 5, 6, 7, comme vous voyez. Apprenez-en davantage. Il y a plein de ressources sur le site web, la promotion de la santé mentale du nourrisson. Vous voyez quelques exemples ici. Je vous invite à explorer. Et puis voici d'autres agences qui font du travail vraiment incroyable. J'adore le Center on the Developing Child à Harvard University. Il y a des ressources tellement accessibles et puis sont vite, c'est comme 2 pages, donc ça prend pas beaucoup de temps si tu cherches quelque chose vite fait, quelque chose que tu peux partager avec les parents si l'anglais est accessible. Il y a le meilleur départ. Il y a aussi le Alberta Family Wellness Initiative. Ils ont un super beau c'est comme un cours avec vidéo qui a été traduit en français, l'histoire du cerveau. Je vous encourage fortement.
Ceci complète ma présentation. Comme vous pouvez voir, je pourrais en parler toute la journée sur ce sujet. C'est difficile à rester dans les paramètres du temps, mais je vous remercie beaucoup, beaucoup d'avoir partagé votre temps avec moi. Je suis contente de rester pour quelques minutes s'il y a des questions. Et puis, si vous avez d'autres questions qui persistent, vous allez voir nos adresses courriels sur la diapo en ce moment. Oui, et puis écoute, Karine, d'abord, un grand merci pour l'excellence de la présentation. Les commentaires qui ont défilé dans le chat en cours de webinaire sont très, très, très positifs. Si vous souhaitez vous adresser directement à Karine pour poser une question maintenant, vous pouvez écrire dans le chat et notre personne technique vous donnera le droit de parole pour que vous puissiez verbaliser vous-même la question, ou vous pouvez tout simplement écrire votre question en utilisant la boîte chat. Tout de suite, ce sont excellentes présentations, super intéressant. Gros merci, super pertinent. Merci encore, excellente présentation. Vous voyez, Karine, tu as vraiment touché les gens et moi, j'ai beaucoup apprécié aussi le fait qu'on a appris beaucoup, mais on a aussi de très bonnes pistes concrètes pour aller chercher de l'information supplémentaire, mais aussi pour nous, en tant qu'adultes dans la vie d'un enfant, de pouvoir intervenir, que ce soit de niveau social ou au niveau professionnel. Encore une fois, je vous lance la perche. S'il y en a qui ont le goût de poser une question, n'hésitez pas à le faire. Je réalise aussi, j'ai un commentaire qu'il y a certainement de la part de Dr. Hélène Deschênes qui dit il y a certainement une volonté de s'impliquer, mais il est difficile de prendre le temps pour chaque enfant avec les listes d'attente. Les patients malhabiles ont tellement de traumatismes eux-mêmes. Il nous faut sentir un soutien de nos employeurs, des politiques publiques. La petite enfance doit devenir une priorité pour nos gouvernements qui, malheureusement, ne pensent qu'à court terme. Donc, je me suis permise de partager à haute voix le commentaire de Hélène Deschênes, impliquée au Centre de pédiatrie sociale en communauté dans le sud-est du Nouveau-Brunswick. Merci beaucoup de ce commentaire. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, étant donné que le temps est très avancé, je vais simplement remercier très chaudement Karine ainsi que Magali Bourg, qui a été celle un peu qui a fait le premier contact avec la Société Santé en français pour qu'on commence à songer à l'offre du webinaire auquel vous venez d'assister aujourd'hui. Donc, encore une fois, ça continue à défiler. Merci beaucoup, très informatif. Et juste pour vous, sachez que vous êtes aujourd'hui très nombreux derrière l'écran et que nous avons des participants et participantes qui viennent d'un peu partout, différentes provinces et territoires au Canada. Donc, ça illustre l'intérêt pour cette thématique. Lorsque vous quitterez le webinaire aujourd'hui, vous allez voir apparaître un lien à l'écran. C'est un lien qui est pour un court sondage pour évaluer le webinaire. Nous vous invitons à le compléter et nous vous invitons aussi également, si ce n'est pas déjà fait, à vous inscrire à info@santéfrançais.ca pour recevoir les invitations au prochain webinaire. Et en passant, nous avons 2 webinaires qui s'en viennent en octobre, donc vous pourrez recevoir ces invitations-là. Alors, je n'ai pas de questions dans la boîte commentaires et discussions. Donc, Karine, ça a été un succès et un grand merci pour le partage de ton expertise, mais aussi de ta chaleur humaine et de tes trucs d'approche autant auprès des parents, des enfants, en fait auprès des enfants principalement, mais je le voyais vraiment comme une approche familiale et ne pas avoir peur. Le défi aussi lancé de parler pour demander de l'aide, parler aussi de nos volets émotionnels, comme tu disais tout à l'heure, qu'on n'explore peut-être pas suffisamment, définitivement. Et puis, je vous rappelle que Magali Bourg vous a aussi invité à la contacter si vous souhaitez que Sick Kids et l'Institut du savoir pour la promotion de la santé mentale du nouveau-né développent davantage de ressources. N'hésitez pas à contacter Magali
et à vous prononcer à cet effet. J'ai aussi mis dans le chat le lien pour le sondage dont Magali a parlé au départ. Donc, encore une fois, ça continue à rentrer dans le clavardage, boîte de discussion. Merci beaucoup, belle présentation, super intéressant, très pertinent. Donc, encore une fois, mesdames, Karine Colette en tant que conférencière et Magali Bourg en tant qu'idéatrice de ce webinaire d'aujourd'hui. Un grand merci à vous deux de votre participation. Au revoir.